Et bonsoir tout le monde, bienvenue, laissez-moi remettre un petit peu de musique, désolé, je me suis trompé, c'est la première fois que ça m'arrive, incroyable, je me suis gouré, ça commence pas, F5 les gens, F5, F5, désolé, j'ai j'ai cliqué sur fin du stream. Je voulais cliquer sur enregistrer, il y a deux gros boutons rouges. Il y a deux gros boutons rouges sur l'interface, il y a un bouton enregistrer et un bouton fin du stream. Bah devinez sur lequel j'ai cliqué, voilà j'ai cliqué sur le mauvais. Mais c'est pas grave, il vaut mieux que ce soit maintenant qu'à la fin. C'est pas grave, vous avez eu le droit à une petite musique. Et puis maintenant on est de retour. Bienvenue tout le monde. Je vais dire bonjour évidemment à William, à Terra, à GG DJDB, à Erreur 418. Bienvenue. Bienvenue Living Orbit, bonsoir de Dortmund, ça fait très plaisir de te revoir ce soir. Salut Thibaut, incroyable, vous êtes déjà tellement nombreux. Nicolas, incroyable. Ennemi qui vient de se claquer le Twitch Prime. Salut à Solfra, Science Skull qui est là également. Salut à Jex. Salut Audrey, salut, bienvenue, salut le geek. Désolé chef, j'ai appuyé sur l'autodestruction du lanceur au lieu du bouton pour éjecter la coiffe, exactement. Je coupe la musique parce que YouTube va nous en tenir rigueur. Écoutez mesdames et messieurs, ce soir, déjà il faut se mettre debout. On se lève. Bonjour, salut à Z, comment vas-tu? Comment allez-vous mesdames et messieurs? Alors, salut Ben, salut B12J. Incroyable, ce soir est une soirée incroyable. Alors ça c'était mon téléphone. Merci beaucoup Robin. Merci Robin pour ton... incroyable, merci Robin pour ton 4e mois de sub. C'est fou. On est là, on prend 5 minutes. On prend 5 minutes pour discuter ensemble. Rip le téléphone, tout va bien. Donc, j'assure mes arrières. Soirée spatiale aujourd'hui, hein, parce que aujourd'hui, évidemment, on a des streams en parallèle, il y a des événements incroyables aussi. Le CNES qui est en train de streamer en ce moment même un live sur les planètes glacées. Mais restez, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des émissions exceptionnelles. J'ai le mardi de l'espace en muté à côté. Très bien, le geek. Salut Germain, bienvenue à la team Modo. Je vois les petites épées, Terra, le geek, Germain. Et ce soir, live, moi je ne liverai pas, mais il y a un live, je crois que Whitney le retransmet en tout cas, il y a un live pour comment dire, la collecte d'échantillons de l'astéroïde Bennu par la sonde Osiris-Rex. Appartement décent, Corentin Grandi, exactement. Donc ce soir, à 23h, donc je pense qu'on aura peut-être terminé l'émission, sauf si on est très bavard ce soir. Quel cas ça ne me déplairait pas d'être très bavard ce soir. Il y a beaucoup de choses à dire et ça va être très intéressant. Et le dessin de Space Tom Alice qui est en live exactement. Beaucoup de choses ce soir, beaucoup de contenu pour les passionnés de spatial. Eh bien, du coup, je vous remercie d'autant plus d'avoir fait le choix de venir ici. C'est que l'émission vous plaît et merci pour ça. Merci beaucoup. Et puis voilà. Quelles sont les autres nouvelles? Pas grand chose. Salut Dorian. On laisse le temps aux gens de venir. Pas grand chose de plus. Écoutez, voilà. La vie suit son cours. Ah, si. Non. Alors, restez jusqu'à la fin de l'émission pour savoir, pour connaître l'invité de la semaine prochaine. Là, on commence à être très très intéressant. Déjà, ça fait déjà la 3e émission de cette 2e saison. On a eu Mathilda, Guyane, Aline, Lesa, et des fusées du coup. Aujourd'hui, Lou, propulsion électrique. Et la semaine prochaine, on change de sujet complètement, mais ça va être fou. Et puis après, alors là, j'en parle même pas parce que ça va être un truc de malade. C'est un truc de fou et je réalise pas encore vraiment ce qui va arriver sur cette chaîne, mais en tout cas, des invités exceptionnels, comme on dit. Et on commence, je pense, sans plus attendre, ce soir avec un invité de marque, avec Lou qui va nous parler de propulsion électrique et du New Space. Est-ce que tu m'entends, Lou? Est-ce que tu es là? Ouais, salut tout le monde. Et bienvenue Lou, ça y est, tu es affiché à l'écran, exceptionnel. Bonsoir, comment vas-tu? Parfait, très très bien, très très bien. Eh ben écoute, écoutez, je veux des pluies de bonsoir.
les gens nous se fendent d'un salou pour. Ok. Les petits comiques. Hein. Lou vous lit, hein, le chat est ouvert, il n'y a aucun problème, vous pouvez poser vos questions ici. Hey, salut Yurei, bienvenue. Bonsoir Lou. Ouais, donc n'hésitez pas hein, pendant la conférence, spammer de questions, spammer de trucs. Donc pas de soucis, on vous lit tous les deux. Les modos sont là aussi pour relayer les questions au besoin. Alors Lou, comment te sens-tu hein? Question traditionnelle, mais voilà, l'exercice du direct étant ce qu'il est. Comment ça va? Dans quelle émotion arrives-tu aujourd'hui? Ah, c'est sympa, c'est un peu bizarre de faire ça comme ça en virtuel. Moi, j'ai plus l'habitude de faire ça devant des vraies personnes. Mais voir le chat qui défile, ça aussi, ça permet de voir qu'il y a des vrais gens en face. Bah exactement, je te promets qu'ils sont tous là, hein, derrière, à écrire les petits messages. Salut Martin, salut David. Je croyais que c'était une fille, mais non, Lou. Ah, ça m'arrive tout le temps, ça Voilà. m'arrive tout le temps. J'ai des messages pour Mademoiselle Lou Grimaud une fois par semaine. Non, Lou est bien un garçon, hein, bien un garçon. Lou, je pense que bon, l'exercice, voilà, il est particulier, mais honnêtement, on est comme chez nous ici, hein, c'est discussion comme à la maison, comme on dit, comme si on était autour d'un bon petit plat ou une bonne petite bière au bar. Voilà, c'est tranquille, hein, c'est chill. On est là pour te mettre à l'aise, il n'y a pas de souci. Et puis, derrière un écran, mais de vraies personnes. Exactement, exactement. Bah écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est un sujet passionnant. On va parler de propulsion électrique, mais avant ça, comme la tradition le veut sur cette émission, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos fidèles spectateurs qui sont là ce soir? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Lou, je suis un docteur ingénieur, on va dire. Quelqu'un qui a fait parcours assez classique en France et puis qui a décidé qu'on n'en avait pas eu assez et donc partir faire une thèse après. Et aujourd'hui, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Ampulsion en Autriche, dans le New Space où je fais la propulsion plasma, propulsion ionique, propulsion Badass, propulsion badass. électrique. Il y a plein de titres différents, de noms différents, mais ça veut dire à peu près tous la même chose. Euh, Clairement. donc voilà, Le- c'est la version 2 minutes. Après, moi, j'avais fait parcours assez classique au départ, prépa, puis école d'ingé aéronautique. Donc, moi, j'ai fait l'ANSMA à Poitiers, qui est bon, voilà, une des écoles spécialisées aéro en France. Ouais. Et puis, la dernière année, en fait, j'ai eu l'opportunité de partir faire un double diplôme, en fait. Donc, au lieu de faire 3 ans en France, je faisais 2 ans en France et 2 ans aux États-Unis, donc Ok. à Chicago, dans une université qui s'appelle IIT, Illinois Institute of Technology, où je faisais un Master of Science là-bas. Ok. Et Donc t'as l'avantage à fait. la fin, c'est que j'avais les 2 diplômes. Mais Lancema, t'as fait après prépa, donc t'as fait que un an à Lancema et 2 ans à l'IT du coup. Non, j'ai fait 2 ans LANSMA, 2 ans à IT. Ah oui, d'accord, ok. En Donc en fait, pour avoir gros, les 2 diplômes, du coup, tu rajoutes un an de plus. d'accord, ok. Hmm. Ok, très Parce que bien. les masters américains sont des masters de 2 ans, en général les masters of science, parce que tu as une grosse composante recherche qui est en place. Hmm. Ouais, ça prend un peu plus de temps. Très bien. Le problème pour moi, c'était l'opportunité, surtout avec les accords internationaux qu'on a. J'avais pas besoin de payer les frais américains, ce qui est Ah, une grosse différence. ça fait réfléchir. Un gros, ouais, un gros avantage. Et même, en fait, quand on travaille aux États-Unis, on peut être dans les laboratoires en tant qu'assistant de recherche, même en tant qu'étudiant. Et du coup, on est payé. Donc, c'est aussi Ah ouais, intéressant à savoir aux États-Unis. Pas grand-chose, mais au moins de quoi vivre. trop bien. Euh, Bah trop bien. Mais ça, franchement, c'est royal. Hein. Étudier aux États-Unis ah, et être payé. Non, et puis c'est bon après Chicago en plus, c'est pas forcément les villes qui est la plus touristique, on va dire, mais c'est une super ville pour vivre. Et donc c'était vraiment très cool. Et donc là-bas, je faisais de la recherche. Donc pour mon Master of Science, pour ma thèse de Master of Science, j'ai fait de la recherche en soufflerie.
contrôle d'écoulement, ce genre de choses-là. Donc vraiment rien à voir avec la propulsion spatiale ou même le plasma. Mais vraiment les mains dans le cambouis en soufflerie à faire des modèles, à faire des contrôleurs, à faire de l'optimisation, ce genre de choses-là. Ok, Euh, très bien. donc Et vraiment rien à... c'est cette expérience-là qui t'a un petit peu donné l'envie de partir sur quelque chose de différent ou qui t'a donné le goût de peut-être faire voilà, de la recherche, le goût pour mener ton projet toi-même en faisant une thèse? Ouais, en partie, ouais. Alors on m'avait proposé de rester en thèse aux États-Unis. Et moi, au bout de 2 ans, j'en avais eu assez des États-Unis. C'est un pays très sympa, mais c'est quand même une culture différente, une vision des choses différentes. Et puis après, il faut savoir que travailler aux États-Unis dans l'aéronautique, c'est très très difficile une fois après le diplôme, à cause des réglementations ITAR et compagnie, qui font que si tu n'as pas un statut de résident permanent, tu es Ouais. en pratique, tu peux pratiquement pas bosser dans l'aérospatiale aux États-Unis. Et pendant la thèse, il n'y avait pas la possibilité d'acquérir le statut, la green card? Alors, quand moi j'y étais, c'était encore Obama qui était président. Il y avait une rumeur comme quoi ils allaient l'attribuer à tous les gens qui finissaient une thèse aux Ah États-Unis. ouais, Puis ça s'est jamais passé. mais ça aurait Et été un puis move après, de ça a fou. changé un peu. Voilà. Après, ça a changé un peu, on va dire, l'ambiance pour les, pour les immigrants. Et Ouais, ouais. donc, bon, ça revient sur la table, a priori, avec la nouvelle campagne présidentielle américaine. Il y a des rumeurs encore, mais bon, Ok, très compliqué. Ouais. ok, très bien. Donc, tu es revenu en France faire ta thèse? Ouais, alors au départ, je me posais la question un petit peu, partir directement dans l'industrie ou continuer dans la recherche. Et puis, pour rien cacher, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un job. Je cherchais pendant 6 mois et vraiment, il y avait pratiquement rien. Ou très peu de choses ou des choses vraiment peu intéressantes. Alors au moment où moi je cherchais, je sais pas si je cherchais pas bien ou mauvais moment. Ouais. Puis j'ai commencé à regarder les thèses sur le site du CNES, l'ONERA, ce genre de choses-là. Et puis bah, j'ai vu cette thèse en propulsion plasma au CNRS à Orléans, qui était en partie cofinancée par le CNES. D'accord. Euh, et donc j'ai envoyé un email au directeur du labo là-bas, enfin un directeur de l'équipe, en disant moi ça m'intéresserait. Et puis voilà, c'était l'occasion, on en parlait un peu. Lui, il aimait bien que moi, j'avais un aspect, une expérience déjà dans la recherche, un peu les mains dans le cambouis, aller faire des choses, voilà, où on monte nos propres modèles, on avait nos systèmes de mesure, ainsi de suite. Et, euh, et vu qu'il y a très peu de gens qui font du plasma en école d'ingénieur, de toute façon, c'était pas forcément un truc rédhibitoire à l'époque. Et donc, bah, j'ai été pris dans cette thèse-là. Et puis, donc j'ai fait 3 ans en thèse au CNRS à Orléans. Alors, Orléans, c'est pas très bien connu pour ça, comme centre aérospatial, on va dire. Mais c'est un des grands centres de recherche du CNRS et c'est là qu'il y a aussi un des grands centres d'essais nationaux pour la propulsion électrique. Donc, D'accord. il y a une chambre qui fait 3 mètres de diamètre sur 5 mètres de long, chambre à vide, pour pouvoir tirer de la propulsion électrique depuis tout petit jusqu'au moteur les plus puissants en Europe. Donc celui que vous voyez là sur la photo, c'est le moteur le plus puissant jamais tiré en Europe à l'époque. Donc Mais c'est énorme ce truc-là, c'est pour quelle application? Alors ça avait été développé en partie pour des remorqueurs spatiaux, par exemple, Ok. ce genre de choses. Un projet, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est un projet qui a été développé avec Airbus et Safran à l'époque. Euh, et remorqueurs spatiaux, peut-être transfert vers la Lune, transfert de cargo vers la Lune. D'accord. Ça avait pas, c'était vraiment un projet de R&D, on va dire, pas vraiment. Il n'y avait pas une application directe de prévue ou une mission de développement.
à D'accord, ok. l'époque. Et on nous demande quel est le nom du laboratoire dans lequel tu travaillais? Alors c'est ICAR à Orléans. ICAR, c'est un laboratoire qui est un peu bizarre. Il y a beaucoup de thèmes très différents dedans. La majorité, c'est de la combustion. Ils font beaucoup de tubes à choc, tout ce qui est accident industriel, caractérisation d'explosion, ce genre de choses-là. Il y a également une soufflerie qui peut monter en supersonique continu, qui peut monter même jusqu'à Mach 10 en rarifié. Donc, c'est des types d'écoulement qui permettent de simuler les réentrées atmosphériques, par exemple. Euh, il y a quelques équipes comme ça, donc c'est un endroit un peu c'est un laboratoire ouais, un peu hybride où il y a un petit peu de tout, un peu fourre-tout, mais l'équipe propulsion électrique est très petite. On est voilà, bon, à l'époque donc 6 personnes. Euh, Ça reste quand même au niveau européen une des meilleures équipes au niveau application, essai, mesure sur prototype. Il y a beaucoup d'équipes en Europe qui font beaucoup de simulations. Nous, on est vraiment les mains dans le cambouis, quoi. Et on y reviendra, mais tu sais que dans les laboratoires. C'est vrai que mon son est très faible. Attends, quel est le truc? Attends, excuse-moi. Allô? Voilà, est-ce que c'est peut-être un peu mieux? J'ai augmenté mon gain, voilà. Ok. Euh, Tu me disais que souvent les laboratoires. Nickel. Les laboratoires donnaient naissance du coup à des startups ou des choses comme ça pour des applications diverses. Est-ce que le laboratoire ICAR a permis la création de startups? Alors, pas directement, mais aujourd'hui, ils ont monté en fait une structure commune avec Exotrail, qui est une des startups françaises en propulsion électrique. Et ils ont un laboratoire commun et des thèses CIFRE, donc les thèses industrie recherche, qui sont en partenariat avec ce laboratoire-là. Ok, d'accord, très bien. Bon, on va y revenir à à tout cet écosystème là, mais pas de souci. Bah écoute, pas de problème, ok, super Lou, très bonne introduction. Et puis je pense on peut passer à la slide suivante et commencer à dérouler un peu la présentation. Ouais, alors je pense faire plus partir un petit peu vraiment sur les bases de la propulsion et pourquoi on fait de la propulsion électrique. Des petits rappels. Voilà, les fondamentaux, et puis après on pourra aller en fonction des questions aussi loin dans la technique que ce qu'on veut. Donc d'abord, propulsion fusée, comment ça marche? C'est les moteurs et réaction. Donc c'est-à-dire qu'on a de la poussée parce qu'on éjecte une masse, deux, à une certaine vitesse. Et ça, c'est Ouais. vraiment les deux choses fondamentales qu'il y a en propulsion fusée. Et donc, peu importe ce qu'on éjecte, hein, que ce soit du gaz ou, comme on voit notre démonstration, voilà, des balles, du métal, on va arriver, on a une poussée qui est créée. Et cette poussée, elle est proportionnelle à la fois à la masse qu'on éjecte et à la fois à la vitesse d'éjection. Le Donc, principe quand on parle de d'action-réaction, quoi. voilà, action-réaction, vraiment le recul de lancer quelque chose dans un sens, ben, on va être poussé dans l'autre sens. C'est ça. Voilà. Alors quand on parle propulsion fusée, la plupart des gens, ce qu'ils ont dans la tête, c'est ce qu'on voit ici à gauche, les moteurs chimiques. Il y a plein de choses différentes, de façons différentes de faire des moteurs fusées chimiques. On a des moteurs solides, comme on voit sur les côtés là, donc ça c'est une fusée américaine. Les moteurs liquides. Mais le principe entre les deux est à peu près le même. On prend deux produits chimiques, on les fait brûler ensemble, un carburant, un comburant, et puis ça fait un gaz très chaud. Et puis avec une cuillère, on va transformer cette température en vitesse, et ça permet d'éjecter donc du gaz à haute vitesse. Mm. Alors, le problème de la propulsion chimique, c'est que l'énergie qu'on a dans la réaction, bah, elle nous limite dans la vitesse qu'on peut avoir à la fin. C'est-à-dire que Oui. on est limité par la chimie, juste par la physique de brûler de l'oxygène et de l'hydrogène, ça va nous donner tant d'énergie, et puis on ne peut pas faire plus, On quoi. peut pas faire plus physiquement, on peut pas aller au-delà. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, en théorie, alors pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, sur de la propulsion, par exemple, liquide comme ça, on va avoir un moteur, les
Les meilleurs moteurs vont avoir environ 450 secondes d'ISP, donc d'impulsion spécifique. C'est un peu le rendement, on va dire le rendement en carburant, combien ça va être à peu près la consommation de carburant, on va dire, du moteur, qu'on mesure en secondes, qui est toujours un peu bizarre. Ça, c'est limite, ça nous limite. C'est-à-dire que du coup, pour envoyer nos fusées dans l'espace, il va nous falloir énormément de carburant. Les fusées, c'est plus de 90% de la fusée, c'est du carburant au final. C'est les ergols. Donc, il faut, C'est ça. ce qu'on voudrait avoir, c'est quelque chose de plus efficace au niveau et qui consomme moins de carburant. Que Donc, ce qu'on peut faire, plus l'ISP est bas, plus on doit emporter de carburant pour lancer une certaine masse, en fait. exactement ça. Et l'ISP, en fait, c'est proportionnel à la vitesse d'éjection de ton gaz. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de dire, bon, au lieu d'éjecter à un moteur à hydrogène 4 km par seconde, on va dire, on va essayer d'éjecter à beaucoup plus haute vitesse. Alors ça, c'est pas une nouvelle idée. Hein. Dès le début du XXe siècle, là, genre 1911, je crois que c'est la première référence, c'est Tsiolkovsky, le gars qui a dérivé l'équation de fusée. Hein, il pense déjà à l'époque à dire, bon, on peut utiliser ces nouveaux systèmes où on accélère électriquement des gaz. Parce que pour eux, à l'époque, c'est tout nouveau, cette idée de plasma, de gaz électrifié, d'électrons même. C'est des choses qui sont encore assez nouvelles. Et de dire, bon, on va les éjecter à très haute vitesse grâce à l'accélération électrique. Et aujourd'hui, en fait, c'est toute la propulsion plasma, l'idée, de lieu d'utiliser une énergie chimique comme source, on utilise de l'énergie électrique pour accélérer notre gaz. Et avec ça, on peut arriver à 10 fois plus d'ISP, par exemple, qu'un moteur chimique. C'est-à-dire qu'on peut arriver, notre jet de particules, il va 10 fois plus vite. Et ça permet d'arriver à des rendements beaucoup plus efficaces. Donc, ce qu'on perd avec le débit, la masse de carburant qui a été éjectée, on le gagne avec la vitesse des particules à laquelle on éjecte, en fait. Exactement ça. On met du coup moins de masse, plus de vitesse, et en théorie, on peut avoir le même poussé. C'est ça. On va voir qu'en pratique, on est un peu limité quand même. Du coup, là, on se retrouve avec on a des systèmes qui peuvent être beaucoup, beaucoup plus efficaces. Et c'est vraiment une vieille idée. Hein. Tsiolkovsky qui en parle déjà à l'époque dans ses journaux. Goddard, même en 1920, il a déjà un brevet là-dessus. Donc, c'est quelque chose sur lequel les gens pensent depuis un moment, même avant les premiers moteurs liquides, par exemple. Ouais. Mais avec l'évolution de la technologie, c'est devenu possible petit à petit, quoi. Exactement. Alors, pourquoi on parle de moteur plasma? Alors, pour revenir un peu aux bases de la physique, dans notre matière, on a donc nos atomes avec généralement avec un noyau au milieu qui est positif, et puis des électrons négatifs qui sont autour. Dans l'état solide, tout est bien rangé, les atomes sont collés les uns aux autres. L'état liquide, ils peuvent se balader un peu plus et glisser les uns par rapport aux autres. L'état gazeux, on a les atomes qui se baladent librement. Et l'état plasma, qu'on appelle souvent le 4e état de la matière, l'idée c'est que le noyau des atomes et les électrons sont séparés et flottent un peu dans tous les sens, dans une espèce de soupe qui ressemble beaucoup à un gaz. Et ça nous permet d'avoir des particules chargées, du coup, dans un gaz. Et vu qu'elles sont chargées électriquement, on peut les accélérer, les manipuler avec des champs électriques, des champs magnétiques et ce genre de choses-là. Oui, c'est ça. C'est qu'avant, dans tous les autres 3 états, on a un bilan électrique neutre parce qu'on a toujours un équilibre local entre le noyau et les électrons. Dans l'état plasma, en fait, on a des charges positives et des charges négatives qui sont mélangées. Ma question, c'était, est-ce qu'il y a
des atomes qui sont plus facilement, qui rentrent plus facilement dans un état de plasma que d'autres. Est-ce que tous les atomes peuvent entrer dans un état de plasma? Ouais, alors en général, oui, tous les atomes peuvent rentrer en état de plasma. Ok. Il y en a qui sont plus faciles à convaincre que d'autres. D'accord, ouais. Euh, euh, En général, alors ça dépend un petit peu où on est sur le tableau périodique. En général, les atomes plus lourds, où les électrons sont plus loin du noyau, Ouais, sont plus faciles à ioniser, donc à transformer en plasma. d'accord. Et puis après, il y a beaucoup de règles d'exception et ainsi de suite. Mais en général, ouais, plus c'est lourd, plus c'est facile. Euh, en Plus c'est réactif chimiquement, plus c'est facile, à peu près. Ok. Les choses de la première colonne, par exemple, sont relativement faciles sur le tableau périodique. Et puis après, il y en a qui sont bizarres parce qu'il y a des règles de physique quantique, même je comprends pas très bien, Ok, et qui non. sont des fois, qui font que des fois, celui-là, non, celui-là, il est très stable, ou celui-là, il est très instable. Hmm. C'est Non, le but de toute façon aujourd'hui, c'était pas de rentrer dans les détails de la physique des plasmas. Je pense que voilà, c'est juste de poser les premières bases, la surface, pour que vous puissiez comprendre à minima ce dont on va parler ce soir. La physique des plasmas, c'est C'est toute la velu. complexité de la mécanique des fluides plus toute la complexité de l'électromagnétique en même temps. Voilà. Et du coup, ça devient vite très 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 dur. Et même aujourd'hui, on dit par exemple, on fait des calculs de mécanique des fluides. Aujourd'hui, ça marche quand même plutôt bien, les calculs de mécanique de fluides, et qu'on a plutôt confiance. Des calculs en plasma, par exemple, bon, c'est plus douteux souvent, les résultats de ce qu'on a en simulation, par exemple. Il y a le Donc, guet il y qui a nous beaucoup. demande pourquoi est-ce que du coup on utilise souvent les gaz nobles en propulsion électrique et quel est leur avantage particulier par rapport à leurs voisins de gauche par exemple, nous dit-il. Ouais, alors, le gros avantage des gaz nobles, c'est qu'ils ne sont pas réactifs chimiquement. C'est vraiment ça, c'est qu'ils sont simples et pas réactifs chimiquement. Qu'est-ce que ça veut dire pas réactif chimiquement? C'est-à-dire qu'ils vont pas aller faire de l'oxydation ou aller ronger, par exemple, les parties du moteur. Oui, d'accord, ok. Ils vont pas aller, par exemple, dans les moteurs chimiques, l'oxygène, qui est un gaz qui est très réactif, enfin, ou un liquide qui peut être très réactif, c'est très compliqué de le garder bien et de faire s'assurer qu'il ne vienne pas ronger tout le métal du moteur, Ouais, ou oxyder les métals du moteur. Et là, l'avantage des gaz nobles, c'est que là-dessus, on n'a pas de souci. Alors, d'accord. Ok. il y en a pas mal d'essais qui ont été faits avec d'autres types de gaz, mais c'est toujours plus compliqué. Ouais, ok, C'est toujours d'accord. plus compliqué. Très bien. Ok, bah ok, je pense qu'on a les bases là. Je pense qu'on a les bases. On peut creuser. Alors, Ah, c'est comment on parti. s'en sert pour faire de la propulsion? Let's go. Alors là, je vous ai mis un schéma d'un moteur, et expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Dans un moteur, en général, il y a trois parties, trois grosses parties. Il y a il faut créer le plasma. Donc ça, il y a pas mal de différentes méthodes pour le faire. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple avoir un canon à électrons, comme ici on voit. Alors c'est en anglais, je suis désolé. Donc on a un canon à électrons qui va éjecter des électrons à haute vitesse. Et puis ces électrons vont rentrer en contact avec les atomes de gaz qu'on injecte aussi en parallèle. Et puis ces électrons rapides vont venir arracher d'autres électrons et créer un peu une réaction en chaîne qui va permettre de ioniser le gaz. Donc ioniser, c'est quand on le transforme en plasma, et qui va nous permettre voilà, de créer un plasma. Il y a d'autres techniques où on peut mettre des micro-ondes, par exemple, ou des ondes radio suffisamment fortes qui vont venir exciter les électrons, les faire vibrer jusqu'à temps qu'ils viennent se détacher un peu des atomes. Ouais. On peut faire, il y a vraiment plein de façons différentes de le faire. Mais contrairement à ce que souvent on croit, il n'y a pas forcément besoin d'aller à des très hautes températures en fait. Ah, ce que j'allais te dire Surtout là. quand on est sous basse pression, parce que souvent les gens s'imaginent le plasma, Très chaud, ouais. ouais, c'est très chaud. Ouais. Ouais. Et au final, les plasmas dans les moteurs, dans la plupart des moteurs, sont quand même relativement froids. C'est-à-dire? On va parler, les ions sont à quelques centaines de degrés, peut-être 200-300 Ah degrés. oui. Je veux dire, c'est pas.
D'accord, ok. Pas très grave. Mais Alors, ce qui est toujours un peu compliqué, c'est que il y a la température des ions, et puis après, il y a la température des électrons, et qui peut être différente. Et et du coup, ça commence à devenir pas simple quand on fait vraiment la physique fine, mais j'ai une question, Lou. Est-ce que tu chauffes tes électrons et tes ions avant de les mettre dans la cavité? J'ai l'impression qu'ils arrivent par la gauche là avec ouais. l'électron gun. Est-ce que tu chauffes avant dans un circuit dédié ou est-ce que tu chauffes une fois dans l'enceinte? Alors, le gaz, normalement, est froid, enfin, température ambiante, mais on va dire froid. Ouais, Euh, les, euh, les électrons sont chauffés ou accélérés, l'un ou l'autre, dans le canon à électrons, d'accord, pour qu'ils aient de l'énergie, en fait, pour qu'ils aient la d'accord, patate et qu'ils puissent venir arracher des électrons au gaz. d'accord. Alors ça, Et c'est un des types de moteurs, hein. Après, il y a plein de oui, oui, façons d'accord. différentes de le faire. On peut le faire avec des ondes radio, ouais, comme on disait. On peut le faire avec micro-ondes. Et du coup, c'est le Euh, flux d'électrons sur le gaz qui va chauffer le gaz ou c'est il y a une il source de va, chaleur en plus? ouais, alors il va donner de l'énergie, donc chauffer, ouais, les atomes. Ouais. Mais principalement, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'ils viennent arracher les électrons des atomes, hein, qu'ils viennent arracher des électrons. Donc, ils peuvent venir en arracher un seul, deux, trois. Généralement, c'est un peu mieux si on en arrache qu'un seul. C'est un peu plus efficace. Il y a vraiment le rendement diminue quand on en arrache plus que un. D'accord. Euh, mais bon, donc du coup, ça nous permet d'avoir notre plasma de créer donc au milieu de notre moteur. Et puis après, on va utiliser généralement des aimants, alors électroaimants souvent, pour venir guider le plasma alors dans cet exemple-là, jusqu'à un système de grille. On a des grilles, c'est comme vraiment, ça ressemble à une passoire, et qui sont chargées électriquement. Donc il y en a une qui va être positive et une qui va être négative. Uhum. Et si on se rappelle un peu de la physique de collège où on a les particules positives sont attirées par les choses négatives, Oui. nos atomes ou nos ions positifs, ils vont être attirés par cette grille ici négative et ils vont être accélérés. Et l'idée, c'est on a la grille suffisamment poreuse pour qu'il passe à travers et puis il continue à haute vitesse, loin, donc à être éjecté à très haute vitesse à l'extérieur du moteur. J'ai deux questions. Il y a plusieurs mêmes Ouais. questions sur le chat. Là, je pense que. Alors, d'où viennent les électrons de base? Alors, il y a une partie qui vient de notre canon à électrons, ici. Oui, mais je veux dire, Voilà. depuis le canon électron, c'est Ah, Robin qui nous ouais. demandait quelle est la source d'électrons? Mhm. Alors, il y a comme toujours, il y a plein de techniques différentes. La plus simple, entre guillemets, souvent, c'est qu'on a un élément en métal ou en céramique conductrice qu'on vient chauffer à très haute température. Et quand on monte un élément des matériaux à haute température, euh, on peut arriver à faire presque, bon, entre guillemets, bouillir les électrons en dehors du matériau. Ok. C'est-à-dire qu'ils vont avoir de l'énergie, il va y avoir beaucoup d'énergie au niveau des atomes et au niveau de la surface. Ok. Et avec un tout petit peu de champ électrique, avec un tout petit peu de potentiel, on arrive à les faire sortir de la surface Ah, euh, et à venir les accélérer. d'accord. Donc, mais ça veut dire qu'il faut quand même de l'électricité pour, d'une part, chauffer et d'autre part, bah, fournir ces électrons et les faire sortir de la matière. Mais cette source d'électrons, du coup, elle s'épuise au fur et à mesure de la vie du réacteur. Alors non, parce que ce qu'on fait, c'est que on vient récupérer les électrons en partie sur euh, Sur la l'enveloppe du paroi? moteur ici en Ouais. général. Il y a souvent, c'est pas toute l'enveloppe, il y a juste un anneau euh, qui est la bonne polarisation. Et du coup, les électrons, on va avoir tendance à vouloir venir sortir d'ici et aller taper sur la paroi un peu. Et D'accord. du coup, on perd pas ces électrons-là. Non. D'accord, ok. Ok. Après, on crée les nouveaux, on extrait les nouveaux électrons qui s'étaient autour de notre ergol, donc de notre gaz. Donc, alors, par exemple, un électron va en créer un autre, qui peut en Oui. créer un autre, qui peut en créer un autre. Donc, il y a un peu une avalanche aussi.
Euh, Oui, ok. mais au final, là-dessus, sur cette partie-là, on n'en perd pas. Alors, le Euh, problème, c'est que on perd des charges positives qui sortent du moteur, ok? ouais, Et du coup, bah, vu qu'on partait au départ avec un système qui est neutre et qu'on perd des charges positives, notre système va devenir très négatif au fur et à mesure. On va avoir un surplus d'électrons, on va dire, ouais, ouais, ouais. dans cette cavité-là. Et donc, pour compenser un peu ça, parce que si on devient trop négatif, nos gentils ions qui sont sortis, ils vont voir cette partie très négative, ce satellite très négatif, et vont vouloir revenir vers le moteur. Hmm. Et donc, ce qu'on veut surtout pas, parce que bon, c'est un peu, ça perd un peu de l'intérêt. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une deuxième source d'électrons, généralement à l'extérieur, qui permet de compenser exactement les charges positives et les charges négatives. Et ça nous permet d'avoir un équilibre où, au final, tous les électrons qu'on a arrachés de ces ions, ils vont être remis dans le jet à la fin pour avoir quelque chose de neutre. Alors, D'accord. au bout d'un certain moment, normalement, ces électrons et ces ions, ils vont se recombiner ensemble. Mais ça peut prendre pas mal de temps. Ils peuvent déjà être à plusieurs kilomètres du moteur avant que D'accord. Ouais. ça se passe. Alors, deuxième question de ma part. Tu nous disais, ouais, les ions positifs, donc les petites boules bleues, hein, Ouais. sont attirés par la grille négative. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'avant la grille négative, il y a quand même une grille positive. Donc, comment ça se fait qu'ils ne sont pas repoussés par la grille positive, mais attirés par la grille négative? Alors, ils sont un peu repoussés par cette grille, et du coup, ils peuvent passer que par les trous, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont ils vont être repoussés en général, mais au niveau des trous, ils vont être un peu moins repoussés. Ok. Et les trous entre les deux grilles sont super alignés. Alors ça, c'est quelque chose de très très important que les trous soient bien alignés. D'accord. Et du coup, les ions, ils vont passer vraiment que dans les trous de la première grille. Et après, quand ils vont être accélérés, vu que les deux grilles sont bien parallèles, alors ça c'est aussi quelque chose de super important, qu'elles soient très bien parallèles, Ouais. ils vont être accélérés en ligne droite, et du coup ils vont passer dans le trou qui est ouvert sur la deuxième grille. C'est un D'accord. peu ça toute l'astuce. Alors il y a un peu, en vrai, les trous sont de taille un petit peu différente, et pour s'assurer que les ions qui passent à travers la première grille, ils loupent la deuxième grille. Sinon, et Oui. il y a tout un système qu'on appelle de l'optique ionique, comme des lentilles en optique classique, où nos ions vont avoir une trajectoire à l'intérieur, et on peut simuler ces trajectoires ou les calculer à la main. Euh, D'ailleurs, ça, c'est un des problèmes au final pour les moteurs sur la durée de vie, c'est qu'il y a toujours quand même un petit peu d'ions qui viennent taper sur la deuxième grille. Euh, et vu qu'ils tapent quand même à plusieurs kilomètres par seconde, Ouais. ils vont créer de l'érosion. Il l'abîme. C'est-à-dire, D'accord, ok. voilà, ils viennent abîmer cette grille-là, comme de l'érosion, comme du vent ou de l'eau qui vient éroder de la roche. Et au bout de plusieurs milliers d'heures, ben là, notre grille, là, ça va être un vrai gruyère, Ah et ouais. on Elle va, finit par dégrader ça. et elle va perdre en efficacité, etc. Ouais, elle va perdre en efficacité, et puis on va créer un peu pas de la poussière, mais des choses qui peuvent venir se déposer. Le matériel qu'on a arraché de la grille, ça peut venir se déposer entre les deux grilles et faire des courts-circuits. Hmm. On peut même avoir complètement la grille qui perd des bouts au bout d'un moment. Ouais, ouais. Et donc ça va venir limiter la durée de vie du moteur au bout d'un moment. Alors, on passe un peu de temps sur cette slide, mais je pense que c'est très important parce que c'est pour comprendre un peu la suite et ce qui vient. Il y a pas mal de questions. Je vais prendre Ouais, la ouais. dernière question là de Matterbeam. Y a-t-il une limite au nombre d'électrons pouvant être émis? Ce n'est pas illimité comme des photons? Alors, il n'y a pas vraiment de limite sur la quantité absolue. Après, il faut une source électrique quelque part sur ton satellite. Donc, en vrai, en pratique, c'est des panneaux solaires pour la plupart des choses, qui nous permettent de pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour les arracher. Après, ce qui est limitant au bout d'un moment, c'est que on veut sortir. Il nous faut des choses. On ne peut pas sortir énormément de courant d'une toute petite surface. Donc, au bout d'un moment, il faut avoir plus de surface pour sortir plus de courant, donc plus d'électrons par seconde. Euh, et donc, on a quand même des limites en pratique, en physique, qui fassent que
Il nous faut souvent des plus gros systèmes si on veut sortir plus de courant. D'accord, ok. Et une question de Arioff. Est-ce que le canon à électrons, c'est le même genre que ceux qu'on trouvait dans les tubes cathodiques à l'époque? Ouais, c'est très similaire. Très D'accord. similaire. Alors, comme toujours, il y a, alors avec toutes les Astérix qui vont bien, parce qu'il y a 50 technologies différentes, mais ouais, c'est vraiment le même principe qu'un canon électron dans un écran cathodique. Ouais. D'accord, ok. Je pense qu'il Vraiment voulait, le. il voulait l'info parce qu'il voulait construire un moteur ionique dans son garage. Mais Il y en a qui le font, il y en a qui le font. il y en a qui ont essayé. Non, il y a un gars aux États-Unis là qui en fait, avec qui je parle, qui est en train d'en faire un open source dans son garage. Donc, Mais punaise, j'ai vu euh, ça, c'est un compte Twitter que j'ai vu là qui ouais, postait ses ouais. avant. Oh, mais oui, comment ça Euh, s'appelle ce compte Twitter déjà? Applied Ion System, C'est quelque chose comme ça, ça. Applied Ion System. Punaise, je l'ai vu, je suis Ah, abonné. il est fantastique ce mec. C'est incroyable ça. Hein. Je parlais pas mal avec lui. Ouais, bon, ce qu'il dit pas, c'est qu'il travaille aux États-Unis dans un accélérateur à particules. Donc il n'est pas non plus complètement, Ouais. complètement débutant. Attendez, je vous mets le lien dans le chat. Applied Ion sur Twitter. Pardon. Applied Ion. Voilà. Ok. Il est fantastique ce mec. Ouais. Est-ce que j'ai loupé Bon, des questions sur le fonctionnement du moteur avant qu'on passe à la suite? Parce que, attention, hein, j'espère que vous avez bien compris. Parce qu'après, bon, on pourra y revenir hein, si jamais vous avez des questions. Mais je pense que j'ai tout vu. On peut continuer. Je pense que les gens ont compris dans les grandes lignes. Alors donc là, le schéma qui est présenté là, c'est ce qu'on appelle un moteur à grille. C'est un des plus faciles à comprendre. Mais en pratique, il y a plein de saveurs différentes de propulsion plasma. Donc, Mais le alors, il y a principe reste toujours le même. voilà, le principe reste toujours le même, c'est-à-dire qu'on crée un plasma et après on l'accélère avec soit des forces électriques, soit des forces électromagnétiques. Alors c'est toujours un petit peu différent. Soit même dans certains cas, on utilise juste l'électricité pour chauffer le plasma encore plus haut, comme dans un moteur chimique, sauf qu'au lieu d'avoir la réaction chimique qui chauffe, on utilise de l'électricité pour chauffer. D'accord. Donc, par exemple, pour ce qu'on appelle un arc jet, ce que vous voyez en bas au milieu, et j'ai fait une erreur quelque part, c'est pas grave, l'arc jet au milieu, là, on va créer une décharge, un arc électrique dans un plasma Ouais. qui va permettre de le chauffer à très haute température Ouais. et on l'éjecte à travers une tuyère comme dans un moteur chimique classique. Ok. Donc ça, c'est un des systèmes les plus simples qui existent. Mais l'ISP est très bon. C'est meilleur qu'une ISP d'un moteur classique. Alors souvent, on fait des arc-jets à l'hydrazine, par exemple. Ah. Et ça nous permet de gagner 200-300 secondes d'ISP, ce qui n'est pas négligeable, mais avec une consommation électrique quand même très forte. Donc, bon, ça c'est utilisé pas mal sur les satellites américains dans les années 80. Après, on a donc le moteur à grille dont je vous montrais. Ça, c'est le premier moteur qui a volé donc en 67, j'ai envie de dire. Je ne sais plus exactement, j'ai un doute maintenant. Ouais. 64, je l'avais Ok. noté. Je l'avais noté pour vous, pour pas dire de bêtises. Qui a volé en 64 sur une fusée américaine. Donc, ce que disait la propulsion plasma, c'est vraiment pas une nouvelle idée. C'est quelque chose qui existe depuis littéralement un demi-siècle. On a, alors là j'ai marqué FIP, mais c'est pas un FIP, c'est un PPT, donc Pulsed Plasma Thruster, Oh la qui vache. est en gros un système où on va faire une décharge électrique devant un bout de plastique, et la décharge électrique va vaporiser le plastique et va créer de la poussée. Et on va avoir pareil de l'accélération grâce à cet arc électrique. Ah ouais. Ça a été lancé donc en 65 par les Russes. Donc c'était quelques mois après le truc américain. Ça a été lancé sur la première sonde qui devait partir vers Mars, Zonde 1, qui était à l'époque donc vraiment, vraiment depuis le tout début de l'exploration spatiale, on pense vraiment à ces choses-là. D'accord, ouais. Ah ouais, c'est J'ai même fou. un Tu veux dire article que de la
les Russes, même avant même d'être allés sur Mars, vers Mars, la première fois, ils avaient déjà pensé à mettre des propulseurs électriques. Ouais, 65. Alors, il utilisait. Alors, c'était quand même une expérience, c'est-à-dire que c'était pas le Ouais, système principal, c'était un système secondaire. d'accord, ok. Et c'était zone 1, donc ils ont perdu la connexion, je crois, avec la sonde au bout de quelques semaines. Mais c'était la première sonde qui s'est approchée vraiment près d'une planète à l'époque. Donc c'était d'une autre planète. Donc c'est vraiment. La Et classe. ouais. Il y a même une citation de Korolev dans la Pravda, donc le journal officiel soviétique de 65, qui dit voilà, la propulsion électrique va ouvrir le système solaire. Hmm. Euh, Avec une super illustration de cosmonautes sur les lunes de Saturne qui regardent Saturne avec les. Enfin bref, c'est fantastique, mais de l'époque, quoi. C'est-à-dire que Ouais, ouais. Bah, voilà, c'est les années comme 60. peut-être comme peut-être dans 50 ans, comment on regardera les annonces qui sont faites aujourd'hui, on verra aussi. Voilà. C'est ça. Alors et à l'époque, même dans les années 60, c'est quelque chose qui les gens pensent en disant, de toute façon, dans les années 80, on ira avec nos réacteurs nucléaires et la propulsion électrique vers Mars, on aura notre base sur Mars, ainsi de suite. Hmm. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, même à l'époque, déjà très à la mode. Et ceux qui développent vraiment beaucoup la propulsion électrique, c'est les soviétiques. Donc le propulseur de Hall, qui est aujourd'hui un des moteurs les plus utilisés. D'accord. Donc vous voyez à droite, là, c'est un de ceux que j'avais développé en thèse. Et puis celui qui a un nom un peu barbare, propulseur magnétoplasma dynamique. C'est la classe, c'est c'est Voilà, nom comme on ça. l'appelle souvent MPD parce que c'est voilà, c'est plus simple. Ouais. Euh, qui est pareil, un type de propulseur qui est vraiment très bien fait pour la haute puissance, mais qui n'a pas beaucoup volé parce qu'il est vraiment fait pour la très haute puissance et pas de la basse puissance. Hmm. Donc ça, c'est vraiment les choses qui sont de moteur. Et puis celui sur lequel je travaille aujourd'hui, qui est le FIP, pour Field Enhanced Electric Propulsion. Donc Ok. c'est de la propulsion électrique à champ amélioré, on va dire, Ok. C'est qui a un truc un petit peu exotique et un peu nouveau. Donc on pourra parler un peu plus après. Et d'accord. puis voilà, il y en a plein d'autres que j'ai pas mis dans ceux qui sont connus. On peut parler de Vassimir, qui est un des qui fait toujours un peu la presse. Hmm. Des propulseurs micro-ondes. Il y a il y a Plein de choses. vraiment 50 façons d'accélérer, de créer un plasma et d'accélérer, et différentes combinaisons de comment on le crée, comment on Hmm. l'accélère, comment on neutralise, qu'on peut combiner les uns sur les autres. Euh, Ok. et Mais aujourd'hui, sont tu toutes disais exploitées. les applications les plus utilisées, enfin les types de propulsion les plus utilisés sont Hall, peut-être les propulseurs à grille également, peut-être. Ouais, c'est vraiment ça, moteur de Hall, enfin, propulseur de Hall, propulseur à grille. Alors moteur, propulseur, c'est Ouais, toujours le ok. débat en fonction des. Moi, c'est toujours un peu compliqué de savoir parce que c'est pas vraiment tourner quelque chose. Ok. Mais l'idée, c'est ça, voilà. Vraiment, les deux technologies majeures, c'était donc les propulseurs à grille qui ont vraiment été développés aux États-Unis principalement. Et puis propulseurs de Hall qui ont été développés par l'Union soviétique principalement, et que les États-Unis ont récupéré quand le mur est tombé à la fin de la guerre froide. Il y a eu une opération vraiment pour aller faire venir tous les scientifiques russes donc aux États-Unis. Hmm. Les Français aussi en ont récupéré, donc c'est pour ça qu'on a aussi de la propulseur de Hall en France euh, à la chute du mur. Je vois une remarque de Matterbeam dans le chat sur le fait que la propulsion électrique n'est pas faite pour décoller, mais bien pour aller plus loin, pour accélérer dans l'espace. Une fois, ça ne Ouais, marche que dans le vide en fait. Faut le préciser aussi. ouais, alors c'est vrai que ça c'est un truc auquel on n'a pas encore parlé, mais On va y venir, je pense. on peut en parler maintenant Ok. Ouais, c'est ouais, vrai pas que de c'est souci. le sujet qui vient. Euh, alors ce qu'on ne se rend pas forcément compte, c'est un moteur chimique, c'est la puissance phénoménale de ces moteurs. On parle de gigawatts d'énergie, on parle une fusée au décollage, c'est presque l'équivalent d'une centrale nucléaire à plein régime. Ouais, ouais. Et donc la puissance d'un moteur chimique est fantastique.
En plus, si on veut augmenter notre ISP, notre vitesse d'éjection, il faut encore plus d'énergie par quantité de carburant que quand on est à plus basse vitesse. Mhm. C'est dû au fait, pour ceux qui ont un peu fait la physique, que l'énergie cinétique, elle augmente avec la carré de la vitesse. Donc la puissance nécessaire, elle augmente avec le carré de l'ISP, de l'impulsion spécifique. D'accord. Donc ça veut dire que non seulement il faut des quantités d'énergie phénoménales pour arriver à des poussées comme on a dans les moteurs chimiques, mais en plus, si on veut être à plus haute ISP, il faut encore plus d'énergie pour la même poussée. Donc, euh, il faut vraiment des quantités énormes. Mm. Et le problème, c'est que dans l'espace, vraiment les seules façons d'avoir de l'électricité de façon durable, avec toutes les astérix qui vont bien, c'est les panneaux solaires Ouais, aujourd'hui. tout à fait. Et pour donner une idée, un, un satellite commercial aujourd'hui, ça va être environ 10 kilowatts d'électricité. Donc on va parler, c'est quoi, ça fait 5-6 chevaux de puissance. Si vous voulez, si on veut parler en puissance voilà, comparable à une voiture. Mm. L'ISS aujourd'hui, c'est environ 100 kilowatts de puissance dans ces eaux-là, 100-150 je crois de mémoire. Et les plus petits satellites, ça peut être vite quelques 1 kilowatt, Dizaines de quelques watts, centaines de ouais. watts. Ouais. Ouais. Un CubeSat, ça va être une dizaine de watts, donc Mm. ça va être, on est vite très limité au niveau puissance électrique. Et du coup, ça veut dire que bah, nos poussées, la poussée de nos moteurs va être très très faible. Et ça, c'est vraiment limité par la puissance électrique disponible. C'est-à-dire que si on avait des gigawatts de puissance disponible, on pourrait faire des moteurs qui poussent vraiment. Mais c'est pas le cas. Ouais, ouais, bien Donc sûr. la blague pendant très longtemps, c'était de dire bah, la seule chose qui limite la propulsion électrique, c'est la longueur de la rallonge électrique que tu peux emmener en orbite. Ouais, ouais, c'est ça. Mais Et pour autant, voilà. tu vois, au sol, on a. Ouais, enfin, si, si. Non, mais au sol, on a quand même une puissance qui est grande et disponible. On pourrait peut-être s'en servir pour, je sais pas moi, de l'impulsion au début, tu vois, j'en sais rien. Ça pourrait être pour Ouais, alors quelques. il y a des gens qui en ont pensé. Tu peux parce que alors ces technologies qui sont présentées là sur ce slide-là sont faites pour marcher dans le vide, Oui. vraiment. Mais on a des systèmes qui pourraient marcher dans l'air si on voulait. On pourrait transformer l'air ambiant en plasma et l'accélérer. Il n'y a rien vraiment qui interdit ça. Euh, le problème, c'est que il faut des puissances électriques tellement énormes que ça vaut pas le coup, quoi. Hein, la complexité du système Ouais, et bien ainsi de sûr, suite bien qui sûr. fait que ça vaut pas le coup. Donc il faudrait, si on avait un réacteur nucléaire magique qui pèse rien et qui donne des puissances électriques énormes, bah ouais, on pourrait pour Hmm. éventuellement faire décoller en propulsion électrique. Ça, c'est des choses que les gens se rendent pas forcément compte en disant ah ouais, les propulsions plasma, c'est toujours basse poussée, c'est pas fait pour marcher dans l'air. Euh, c'est pas tellement vrai, c'est plus que on n'a pas la source d'énergie adéquate aujourd'hui pour pouvoir faire marcher ça comme il faut, quoi. Ariof nous Comme demande est-ce que un RTG, un générateur thermonucléaire, pourrait suffire pour alimenter un propulseur électrique? En théorie, ouais. En pratique, ce qui est vraiment important en fait pour ces systèmes-là, c'est le rapport puissance électrique sur poids de ta source d'énergie. Ouais, Et un RTG, c'est vraiment pas terrible pour ça. ouais. Le seul endroit où ça devient intéressant, c'est si tu pars loin dans le système solaire profond. Mais Mais du coup, c'est de Et là, plus en plus intéressant parce que plus tu vas ouais, loin, plus tu te dis tu peux atteindre des vitesses grandes et donc ta propulsion est de plus en plus adaptée. La propulsion électrique est de plus en plus adaptée pour les voyages très lointains avec un ouais. RTG justement parce que tu manques de cette source solaire. Ouais, alors il y a des propositions aujourd'hui après la mission New Horizon, celle qui a fait Ouais, un survol de Pluton par exemple. Il y a des propositions pour faire une sonde qui irait en orbite autour de Pluton et qui serait avec un RTG par exemple et de la propulsion électrique. Alors nous, le truc idéal, et la chose que tous les gens en propulsion électrique attendent depuis des décennies, c'est des vrais réacteurs nucléaires.
pas juste un RTG, mais un vrai réacteur qui fait de la fission. Et alors, chose que les gens ne savent pas forcément, mais ça a déjà été fait. On a déjà eu des moteurs propulsion plasma, donc propulseur de Hall, avec un réacteur nucléaire attaché qui lui fournissait de l'énergie. Ça a été fait par les Russes dans les années 80. Ils avaient des satellites radar espions qui étaient avec réacteur nucléaire et propulseur de Hall attachés. Ah ouais? Et alors, ils en ont eu une vingtaine au départ qui étaient sans propulsion électrique, juste avec le réacteur. Il y en a un notamment qui est réentré après un accident au-dessus du Canada et qui a sorti un peu de matière radioactive tout au-dessus de la forêt au Canada, donc ce qui a Ouais. créé un peu un incident international à l'époque. Mm. Ouais, il y a eu des réacteurs nucléaires et de la propulsion électrique qui a été fait en orbite autour de la Terre. Et alors, on nous demande, est-ce que, si, puisque ça fonctionne dans le vide, est-ce qu'on pourrait envisager des fusées qui décollent depuis la Lune avec ces types de propulsion ou une combinée propulsion nucléaire plus propulsion ionique? Ça me paraît peu faisable parce qu'il faut quand même sur la Lune, il faut quand même pas mal de pousser et je Ouais, pense pas qu'on arrive à enfin, pas dans le futur proche ou moyen terme où on aura une source d'énergie euh, suffisamment efficace pour ça. Je pense, ça m'étonnerait. Mais bon, après, c'est jamais, mais ça m'étonnerait même à ce niveau-là. Vraiment, l'idée de la propulsion électrique, on peut voir un petit peu, par exemple, sur l'exemple d'après. Donc la mission du moment, un peu au niveau de l'ESA et JAXA, donc la Bepi Colombo. L'idée, c'est souvent même de sortir de l'orbite terrestre avec de la propulsion chimique, avec le troisième étage de la fusée ou un petit booster qui nous emmène en dehors de l'orbite terrestre, et après d'allumer notre propulsion électrique pour commencer à accélérer. Alors, ce qu'on dit souvent, nous, c'est que la propulsion électrique, ça permet de faire du 0 à 100 km/h en environ 3 jours. Euh, ah ouais, donc voilà, c'est à peu près l'ordre de grandeur pour ces systèmes-là. Sauf que, voilà, on va pas avancer, ça avance pas vite. ouais, Sauf que, ben, en 30 jours, on va 10 fois plus vite, parce qu'on s'arrête jamais. Donc c'est en ça. 30 jours, on est à 1000 km/h, et en 300 jours, on va être à 10 000 km/h. Donc là, on a commencé à avoir pas mal de vitesse. C'est qu'en fait, c'est tout, faut vraiment comprendre la notion d'accélération. C'est que ça accélère très très lentement, mais intégré sur des pas de temps énormes, les vitesses sont folles. Exactement ça l'idée. Ouais. C'est que on peut accélérer pendant très très longtemps. Et ces moteurs-là, typiquement, ils peuvent durer 10 000, 20 000 heures. Donc 10 000 heures, c'est à peu près mémoire 14 mois, je crois, 15 mois, un truc comme ça, Ouais. de tir en continu. Ah ouais. Donc on peut avoir des choses vraiment énormes. Et puis même si la mission est plus longue que la durée de vie du moteur, on peut en mettre plusieurs. Donc là, on voit sur Baby Colombo, on en a 4 qui peuvent tous bouger les uns dans les autres, dans un sens, enfin, indépendamment. Mm. Et en général, je crois qu'en plus, quand ils commencent au niveau de l'orbite terrestre, ils en tirent que 2 à la fois. Et puis quand ils vont être plus proches à l'intérieur du système solaire, ils vont pouvoir en tirer 3 à la fois parce que là, les panneaux solaires vont donner plus d'énergie D'accord. et ça leur permet d'avoir plus de patates pour pouvoir tirer ces moteurs. Il y a des très bonnes questions dans le chat. La Solfra qui nous demande est-ce qu'on peut atteindre des vitesses relativistes avec ça? En fait, tu es limité par la vitesse d'éjection, non? Non, la vitesse d'éjection ne va pas être limitée au niveau physique parce que c'est toujours Ah, la vitesse d'éjection relative à ton satellite. Non, ce qu'on va être limité, c'est vraiment ah la bah oui. quantité de carburant. Pour des vitesses relativistes, même avec des ISP comme on parle aujourd'hui de plusieurs, euh, même de 5-6 000 secondes, on va dire, sur ces systèmes-là, il faudrait des quantités de carburant trop astronomiques pour ça. On D'accord. se retrouverait avec la même situation que les moteurs chimiques, c'est-à-dire qu'on aurait un système qui est 95% ergol, donc xénon dans notre cas, et Ouais. 99%. Hmm. Et puis il faudrait D'accord. des temps d'accélération tellement énormes aussi que, Hmm.
En pratique, non, c'est pas vraiment, c'est pas la solution magique qui va nous permettre Hmm. À la vitesse de la d'aller voir lumière. d'autres, voilà, ou même d'autres planètes, enfin en dehors du système solaire. Ouais, ouais. On a quand même des limitations Ok. à ce niveau-là. Oui, Robin nous demandait est-ce que la vidéo qu'on voit était en temps réel, mais on voit, comme l'a bien noté Wall BZH, on voit le petit Ouais, 20 fois. 100 fois la vitesse. C'est accéléré à 20 fois, ouais. Ok. Il n'y a pas besoin d'aller très vite hein, pour les réorienter ces moteurs-là. La poussée n'est pas énorme, donc on n'a pas forcément besoin d'aller à des vitesses folles, Hmm. de réagir. Voilà, c'est pas comme les moteurs de navettes qui font leur petite danse au décollage où on les voit bouger dans tous les sens. Ouais. Il n'y a, Et il y là, a pas grand-chose qui se passe. ils bougent indépendamment. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent aussi contrôler sur de long terme l'attitude du satellite ou qu'est-ce que... Ouais, ouais, c'est super important ça pour les missions en espace profond. On peut pas forcément avoir des magnétotorqueurs comme en Ouais, orbite basse, où on peut pas réagir sur le champ magnétique terrestre. ouais, Alors on a les roues à réaction ouais. qui nous permettent de faire les choses, mais les roues à réaction elles ont une vitesse maximum Hmm. et il faut qu'on vienne les désaturer au bout d'un moment, c'est-à-dire les empêcher d'aller trop vite parce que sinon les roulements et ainsi de suite vont pas tenir. Et donc on peut faire te tirer un peu avec des angles pour corriger un peu les histoires d'alignement Et et faire enfin, les rotations du satellite aussi. ça me paraît être un mécanisme quand même assez complexe et c'est massif. Enfin, il y a un coût en termes de complexité de fabrication, il y a un coût en Énorme. complexité de masse. C'est quand même plus intéressant de faire ça que d'avoir des petits propulseurs à gaz froid sur tous les angles du satellite. Et... Alors on peut en parler justement avec la mission d'après que je voulais faire voir. DARN, qui est une mission NASA. Et donc DARN avait 3 moteurs à grille. Alors on en voit un qui tire, il y en avait 3. C'est la première mission qui a été se mettre en orbite autour de 2 corps dans le système solaire. Donc elle a d'abord été en orbite autour de Vesta, qui est une des planètes naines dans la ceinture d'astéroïdes, et après en orbite autour de Cérès. Mhm. Euh, et c'est la première mission qui a été voir une planète naine, même avant New Horizons. Donc, la mission, en fait, en orbite autour de Cérès, elle avait encore plein de xénons pour pour les moteurs. Enfin, elle avait encore pas mal de xénons pour les moteurs ioniques, Ok, mais son système justement à hydrazine pour faire le contrôle d'attitude, qui d'accord. permettait d'orienter la sonde et de la maintenir sur les orientations et le pointage, Et il est avait arrivé plus au bout, d'hydrazine à quoi. la fin. Ouais, il avait plus. Ok. Il avait plus d'hydrazine à la Ah, mais fin. oui, t'as raison, ouais. Et du coup, bah, c'est inconsommable. Alors bon, comme Ah, tu dis, mais. les systèmes d'orientation, c'est des systèmes qui coûtent horriblement cher. Ouais. Celui de Bepi Colombo le système de pointage est plus cher que le moteur en tant que tel. Ouais, c'est Euh, ouf, mais ça doit être une précision de dingue parce que. voilà, puis des qualifications, ainsi de suite. Hmm. Et l'idée aussi de Bepi Colombo, c'est-à-dire que les moteurs sont redondants. C'est-à-dire que s'il y en a un ils ont, je crois, 5 boîtes d'alimentation électrique, 4 moteurs. Et je crois qu'il y a tout un système super compliqué où genre S'il y en a un qui lâche. voilà, 4 des boîtes peuvent alimenter 3 des moteurs et enfin c'est tout un système de redondance Trop bien. double sur tous les systèmes. Ouais, c'est de la folie. Bah alors, c'est très dans l'actualité, Bepi Colombo, parce que j'avais vu passer un message de Thibaut qui nous disait que Bepi avait survolé la Vénus, la plus belle planète Ouais. selon lui. Et David qui nous donne une petite précision justement sur Bepi. L'orientation des propulseurs permet de compenser les couples extérieurs, donc les perturbations, et aussi de compenser les changements du centre de gravité de la sonde liés à la séparation des deux modules, parce que Bepi Colombo est une sonde qui va se séparer en deux modules une fois arrivé autour de Vénus. Donc, ok. Très intéressant. Très, très Ouais, intéressant. c'est vraiment des systèmes d'optimisation de mission. Hmm. De dire finalement, est-ce que c'est mieux d'avoir un système de pointage ou plus de carburant pour le pointage? C'est vraiment Ouais. ça, c'est des choses qui sont super complexes et super très, très euh, pensées des années et des années en avance avant la mission. Par exemple, ce qui va être assez drôle, c'est que pour la trajectoire qu'a pris Bepi Colombo au final, ils ont 20%, je crois, trop de xénon à bord Ah ouais. par rapport à ce qui était prévu.
Trop par bien. rapport à ce qu'ils avaient, ce qui a été designé. Et au lieu de dire bon, on va en mettre 20% moins dedans, parce que le xénon coûte horriblement cher et donc il pèse lourd. Ils pouvaient pas le changer à cause de tous les calculs qui avaient été faits au départ, hein, en disant bah non, 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 on a fait L'inertie le et tout calcul pour cette ça. masse-là, Bah ouais. donc on l'a, on va le mettre dedans. Et Bah puis, ça aurait été une erreur de pas le et faire, non? puis Enfin, je sais voilà. pas. Ouais, sauf qu'a priori, ils voient pas vraiment comment ils vont l'utiliser, même s'ils peuvent l'utiliser ou pas. Ces 20% de marge. Bon. Ok. Si tout va bien, normalement, ils ont vraiment pas l'occasion d'utiliser. Ok, d'accord. Donc, bon, c'est pas perdu non plus, mais c'est des choses qui sont bizarres. Voilà, c'est que les gens se creusent la tête pendant des années pour pouvoir poser ces 20% de plus, et C'est puis ça. bah, finalement, on n'a pas besoin. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ça fait partie. Les marges, à chaque fois, on ne répète que ça, et puis en fait, à la fin, tu te retrouves, t'as trop de trucs. Voilà. Aydendal qui nous pose une question. Est-ce que si on considère un jour hypothétique dans le futur un satellite avec 1 gigawatt de puissance dispo, est-ce qu'on pourrait avoir une poussée plus forte, typiquement dans les environs d'ordre de grandeur de kilonewton? Oh, faut que je fasse des maths en live. Non, mais genre, enfin, physiquement, en gros, si t'as plus de puissance Non, dispo, t'as plus de vitesse et de voilà. plus de force à la fin, quoi. Typiquement, on va dire, on dit en général, pour des technos réalistes, on peut avoir entre 50 et 100 millinewtons de poussée par kilowatt d'électricité. 50 et Donc, 100 donc, millinewtons, t'as dit? Ou milliwatts? ouais, 50 millinewtons. Donc, Millinewtons, on va ok. être à entre 50 et 100 pour 1 mégawatt. Donc, ouais, on va être à 50 à 100 kilonewtons pour 1 gigawatt, dans ces eaux-là. Si je ne me suis pas trompé dans mes ordres de grandeur. Moi, je serais plus à 5 et 10 kilonewtons, si je me suis pas trompé. Oui, c'est ça, excuse-moi, oui, 5 Voilà. ouais, dans ces eaux-là. Enfin bon, bref, Bon, bref, le chat ouais. peut faire les maths. Débrouillez-vous. On n'est pas là, voilà. Non, Euh, mais l'idée, voilà, c'est ouais, si on a de la puissance, ouais, ouais, on peut faire des choses, fantastiques. hmm, Après, ça va tout forcément dépendre aussi de la masse du réacteur nucléaire, par exemple, qui est attaché devant. oui. Et la Si taille le des réacteur nucléaire radiateurs. pèse trop lourd, au final, ça sert pas à grand-chose d'avoir des kilonewtons de poussée, quoi. Et la taille des Vraiment, radiateurs, c'est le rigolo nerf de la aussi. guerre, c'est vraiment la puissance par unité de masse, quoi. Vraiment, combien de kilowatts par kilogramme tu peux sortir. Hmm, tout à Et, fait. et les panneaux solaires sont quand même vraiment bons jusqu'à une centaine de kilowatts, on va dire. Hmm. Meilleur en général qu'un réacteur. Alors après, ça dépend un petit peu. Mais quand on commence à sortir au-dessus du centaine de kilowatts, on va arriver à des réacteurs les réacteurs deviennent plus intéressants. Mais voilà. Quand on Euh, commence à être plusieurs centaines de kilowatts, c'est-à-dire que ça fait des panneaux solaires immenses, quoi. ouais, c'est colossal, ouais. Bah, l'ISS, quoi. L'ISS. C'est ça, dans ces ordres de Hmm, grandeur-là. Alors bon, les panneaux solaires sont un peu meilleurs maintenant c'est que vrai. ce qu'on a sur ISS. Mais ouais, ça devient des choses qu'il faut venir plier, faire rentrer dans les coiffes, Ouais. déployer. Puis les panneaux solaires vont vieillir, donc ils perdent de leur efficacité, et ainsi de Hmm. suite. C'est vraiment, Une, vraiment pas simple. une question d'Alexandre. Est-ce que les moteurs ioniques ont vraiment la traînée bleue? La couleur est bleue, pour de vrai? Ouais, 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 bah, les photos que je montrais C'était dans le visible, ça. C'était là, vraiment. Ouais, ouais. c'est vraiment ce que tu vois à l'œil nu. D'accord. Là, c'est peut-être un peu une exposition longue, donc c'est un peu moins évident à l'œil nu sur ça, mais sur Ok. les moteurs de Hall, ouais, 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 Ok. Très bien. tu vois vraiment ça. Alors, c'est très dur à prendre en photo parce que c'est des choses qui sont brillantes dans une chambre à vide qui est noire. C'est toujours très compliqué de prendre des belles photos. Je Mais vois. ouais, ouais, on voit vraiment une couleur. Alors, il y a différentes couleurs en fonction du gaz qu'on met. C'est-à-dire que le xénon va vraiment être bleu, comme ça, bleu-vert. Le krypton est plus violet. Euh, Ok. Ah mais très bien. on peut avoir choses comme magnésium ou zinc qui vont être verts. L'iode va être jaune ou vert. Hmm. Euh, L'oxygène peut être jaune. Ça dépend vraiment. Puis ça va dépendre aussi un peu des pressions, ainsi de suite. Ça devient très compliqué tout de suite après Ouais. les spectres d'émission comme ça. Mais ouais, par contre, il y a vraiment une chose. Alors bon, là, par exemple, sur celui-là,
Bon, les petites espèces d'étincelles qui sortent, ça c'est un peu de la... Oui, ça c'est de la c'est science. du rendu artistique, on va dire. Mais vous allez voir, de toute façon, on a une vidéo, je crois, après, où on peut en voir un vrai qui tient dans l'espace. Trop bien, Avec toi. Donc, trop bien. et donc, Avant de continuer, je vais juste faire une petite pause de la vidéo YouTube et je te reprends dans 2 secondes. Allez, salut YouTube, à la prochaine.